a un certain nombre de questions autour justement de la place des soignants et de comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à de telles demandes. Quelle place pour une infirmière qui refuserait de poser les thérapeutiques prescrits en cas d'euthanasie souhaitée d'un patient? Le suicide médicalement assisté n'est-il pas en complète contradiction avec le serment que prononcent les médecins au moment de leurs études? Existe-t-il ou est-il prévu de créer une loi protégeant les soignants qui refuseraient de préparer ou administrer un produit létal, en prévision également d'une éventuelle acceptation de l'euthanasie dans un avenir proche? Alors moi, je vais juste parler en tant qu'infirmière, mais il faut savoir que peu importe la prescription, si jamais une prescription médicale nous semble incohérente, on a bien évidemment notre droit de retrait, donc en particulier pour l'euthanasie, qui là est quelque chose déjà qui est illégal en France. Donc si la loi passait, je sais que par exemple dans notre établissement, quoi qu'il advienne, on ne pratiquerait pas l'euthanasie. Donc j'ai envie de dire que en ce qui me concerne, en travaillant à l'hôpital Saint-Jean, je suis protégée, puisqu'effectivement, c'est dans les valeurs aussi de l'établissement. Ensuite, il est évident que voilà, c'est pour avoir par exemple discuté avec certains médecins belges qui pratiquent effectivement l'euthanasie. Il faut savoir que même lorsqu'ils pratiquent une euthanasie, c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquence. J'ai le souvenir d'un médecin qui nous avait évoqué que quand il rentrait chez lui, il savait, ses proches savaient évidemment qu'il avait fait une euthanasie, quoi. Je pense que même si jamais dans certains pays c'est légal, la personne qui le pratique, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très lourd de conséquences. Donc voilà. Mais bon, bien évidemment, quoi qu'il advienne, je pense que c'est aussi valable pour les médecins. Le droit de retrait est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est possible, parfois difficile. Depuis l'application de la loi Claes-Leonetti 2016, j'ai rencontré beaucoup de soignants qui sont en souffrance, effectivement, devant les décisions de sédation profonde. On n'a pas beaucoup parlé de sédation pour l'instant. David l'a évoqué dans les cas très complexes, très difficiles, effectivement, où on a du mal à soigner, en général, pas la souffrance physique, parce que la souffrance physique, on a un panel de traitements qui est quand même très important. C'est extrêmement rare qu'on n'y arrive pas. Par contre, la souffrance psychique, psychologique, là, c'est plus difficile. On a besoin de plus de temps et on en discutait pour préparer cette table ronde. C'est parfois ce qui nous manque plus que la technique ou les médicaments, le temps d'accompagnement. Et quand on n'arrive pas à tout mettre en place pour un accompagnement de qualité qui puisse réussir à soulager cette souffrance psychologique, effectivement, quelquefois, nous sommes amenés à faire de la sédation. La sédation, on essaye le plus possible pour pouvoir continuer cet accompagnement, justement, que ça ne diminue que la vigilance et non pas la conscience. C'est-à-dire que la personne soit légèrement endormie, mais soit réveillable, et qu'on puisse en particulier, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à l'hôpital Saint-Jean, qu'on puisse sédater la personne de façon légère pendant les soins qui sont désagréables, qui n'ont aucun intérêt du moment de vie pour la personne, et par contre qu'on puisse arrêter cette sédation au moment où on sait qu'il va y avoir les visites de sa famille. Tout ça dans le but de soulager sans empêcher l'accompagnement. La sédation profonde et continue proposée par la loi de 2016, elle va tout éteindre et va annihiler la vigilance, mais aussi la conscience, et la personne ne va pas être réveillable. Et donc cette sédation profonde-là va empêcher l'accompagnement. Et c'est là que, à l'hôpital Saint-Jean, on a décidé de ne pas la pratiquer, mais de ne pratiquer que la sédation légère, discontinue, temporaire, qui permet de continuer cet accompagnement. Et comme je vous disais, j'ai rencontré de plus en plus de soignants qui, depuis août 2016, que c'est les décrets d'application de la loi de février 2016, sont en difficulté parce qu'ils suivent un patient qui ne souffre pas et pour qui le médecin prescrit tout d'un coup une grosse dose de morphinique, une grosse dose d'anesthésiant qui vont effectivement sédater et finalement effectivement entraîner la mort plus rapidement.
Et donc ces soignants sont en difficulté, ils peuvent être amenés à refuser, et beaucoup ont peur des conséquences que ça peut avoir sur leur emploi, tout simplement, et puis sur le malaise qu'il peut y avoir dans leur équipe. Et c'est pour ça que nous, on est très attachés à nos réunions d'équipe, et que ça arrive aux infirmières de dire « mais là, on ne comprend pas votre prescription. Pourquoi vous prescrivez ça ? Pourquoi tel médicament et non pas tel autre ? Pourquoi un neuroleptique et pas un anesthésiant ? Pourquoi ceci ?» Vous m'avez posé la question dernièrement. Voilà, on va expliquer ça et on va chercher ensemble l'intérêt du patient. Dans certains services, ce n'est pas possible, effectivement. Et dans ce cas-là, il y a effectivement une souffrance des soignants. Malheureusement, la loi Claes-Leonetti ne donne pas lieu à une objection de conscience en tant que telle, car il n'y a pas le mot euthanasie dedans. Une loi qui serait directement légalisant l'euthanasie aurait forcément une clause de conscience. La loi Claes-Leonetti n'en a pas, et ça gêne certains soignants, ça les fait peur, ça les met en souffrance dans leur travail. Et voilà, mais effectivement, il n'y aura pas cette souffrance à l'hôpital Saint-Jean, ça c'est sûr. Je ne sais pas, à l'hôpital de Gien, vous avez sans doute vos réponses aussi. Nous n'excluons pas à l'hôpital de Gien de pratiquer cette sédation profonde dans des conditions très déterminées avec beaucoup de précision dans les recommandations de la HAS qui viennent tout juste d'être publiées. C'est très très récent, ça fait quelques semaines qu'elles ont été publiées et elles encadrent avec beaucoup de précision cette pratique qui ne peut s'envisager, comme Madame l'a dit, qu'à la phase terminale, c'est-à-dire quand le pronostic est engagé, et on parle de quelques heures ou quelques jours. Donc c'est vraiment à la toute fin. Enfin, c'est à cette condition, c'est à la condition que le patient l'ait demandé, bien entendu, à la condition qu'aucun traitement, aucun des traitements palliatifs n'ait pu soulager la personne après avoir fait plusieurs essais. Quand la personne n'est pas en mesure de donner son consentement, c'est à la condition que, bien sûr, un groupe pluridisciplinaire, un collège de médecins et de soignants pluridisciplinaires ait donné son avis, et un médecin extérieur à l'équipe, sans lien hiérarchique, doit aussi donner son avis. Bien sûr, il y a des tas de précautions qui sont envisagées. Je voulais revenir très brièvement sur les dérives possibles de l'euthanasie, telles que David Falik les a évoquées, auxquelles Monsieur Legendre, c'est ça, a répondu. Alors, ce n'est pas du tout comparable au code de la route, à mon avis, puisque là, l'enjeu est majeur. Bien sûr, si l'euthanasie supprime la vie d'un malade psychiatrique, par exemple, moi, je serais tenté plutôt de faire une comparaison avec la peine de mort, traitement inhumain et dégradant, et qui a été remis en cause dans la plupart des pays civilisés, sauf aux États-Unis, parce qu'il y a des erreurs judiciaires et que malheureusement on exécute des personnes qui sont injustement accusées. Pardon, je faisais un parallèle. Je parlais des dérives de l'euthanasie qui, à mon avis, ne sont pas comparables à l'application du code de la route, mais plutôt à l'application de la peine de mort qui, une fois qu'elle est exécutée, est irréversible et malheureusement, quelquefois, supprime la vie à des innocents. Et je confirme que le serment d'Hippocrate exclut de donner la mort à des patients. En effet, le code de déontologie non plus. Et c'est vrai que nous aurions l'impression de perdre notre âme. Et heureusement, bien sûr, il y aura une clause de conscience et un droit de retrait. Et je voulais juste rebondir sur la sédation, parce qu'effectivement, le texte proposé par les 156 députés propose le terme de sédation explicitement létale. Et je voulais revenir sur ce terme qui est en fait à mon avis un non-sens, puisqu'une sédation qui fait mourir n'est pas une sédation comme on vous l'a montré en fait. Donc c'est une expression fumeuse en fait pour tout simplement désigner le fait qu'on va faire une injection létale en fait. Donc la peine de mort. Merci.